Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'hebdo. Course à pied, marathon, trail, ultra trail, il y a toujours plus d'inscrits aux épreuves d'endurance. Recherche de sensations extrêmes ou quête de soi. Comment expliquer le succès planétaire de la course à pied? Le journaliste du magazine Découverte Dany Lemieux, qui court depuis 25 ans, a donné de sa personne en participant au marathon de Montréal. Il nous raconte sa préparation et sa course avec ses joies et ses peines. On regarde son reportage et on se retrouve juste après pour en parler. Oh my God, je suis tellement nerveux. Je pense vraiment qu'il faut être fou pour se présenter derrière la ligne de départ. Dans quelques minutes, je m'en vais courir un marathon, 42,2 km. Aïe, aïe, aïe! Pour s'améliorer, les passionnés de course aiment dénicher les conseils ici et là. Plus souvent qu'autrement, ils se tournent vers les réseaux sociaux. Mais ce réflexe n'est pas toujours le meilleur. Il y a tellement de choses qui nous sont dites qu'on ne sait plus c'est quoi qui est vrai. Il y a beaucoup de mythes souvent sur les réseaux sociaux, sur Internet, différentes informations qui viennent se contredire. Il y en a beaucoup plus, il y en a des nouveaux qui sortent tout le temps, là, des trucs complètement fous. Là. J'ai 53 ans. Je fais partie du 1 % des gens qui ont déjà couru un marathon. Le quart l'a complété en moins de 4 heures. 4 heures, c'est l'objectif ultime de l'amateur du dimanche. Moi, j'ai jamais réussi. Pour relever le défi, j'ai décidé de retourner voir mon entraîneur, celui qui avait fait mon programme il y a peut-être une dizaine d'années. Je commence le tapis roulant à 7 km à l'heure. OK. Ensuite de ça, j'augmente de 0,5 à chaque minute. Pour bâtir mon programme d'entraînement, Dominique évalue mon cardio et mon endurance. Vas-y, Dany, t'es capable, Oui, oui, oui. 10 secondes. 10 secondes, puis c'est fini. 5 secondes, puis c'est fini. Excellent, excellent. C'est réussi, Dany. Bravo. Bravo, 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 bravo. Bon, après avoir repris mes esprits, je poursuis la discussion chez Dominique. Mon programme va durer 5 mois, à raison de 5 entraînements par semaine. Entre les mois de mai et septembre, je vais courir environ 1000 km. Sa philosophie d'entraînement est plutôt surprenante. Que c'est en courant lentement que tu vas réussir à faire en bas de 4 heures. OK, ça, c'est paradoxal. Oui, ça l'est, mais c'est parce qu'il faut travailler ton endurance. Notre problème, là, c'est pas la vitesse. Notre problème, c'est l'endurance. Courir lentement pour courir vite durant mon marathon? Bon, j'ai confiance en Dominique, mais j'aimerais aussi l'avis d'un scientifique. C'est pas du tout un mythe, ça, c'est vraiment très intéressant. C'est une des techniques d'entraînement, ça s'appelle l'entraînement polarisé. Donc, on fait un petit peu de très haute intensité, beaucoup de très basse intensité. Puis quand on dit très basse, c'est vraiment très basse intensité. Là. Le grand intérêt de cet entraînement, c'est qu'il augmente le nombre de mitochondries, l'usine qui permet à la cellule de fonctionner. Quand la cellule d'une fibre musculaire contient beaucoup de mitochondries, elle devient plus efficace. Nous sommes mercredi, c'est la haute intensité. Donc maintenant, on ne court pas lentement, c'est tout le contraire, on donne tout ce qu'on a. Durant un entraînement, souvent, mes muscles brûlent. Cette sensation de douleur, tout le monde l'attribue à l'acide lactique. Pourtant, c'est pas ça. Donc l'acide lactique, c'est probablement le mythe numéro 1 là, qu'on entend depuis que je travaille dans ce métier, je l'entends là. Alors que c'est très connu que l'acide lactique, non, c'est pas quelque chose de mauvais pour le corps. En fait, l'acide lactique, c'est un produit qui est issu des réactions chimiques du corps, qui produisent de l'énergie, et puis qui va être recyclé par le corps. Et il n'est aucunement responsable de courbatures ou de douleurs ou de brûlures musculaires. C'est absolument pas ça. Ce qui est responsable de ça, ça peut être le nombre de chocs pour les courbatures et puis les micro-lésions musculaires. En plus des microlésions, la diminution du pH sanguin peut aussi produire cette douleur qu'on attribue à tort à l'acide lactique. J'ai souvent l'impression que mes jambes sont comme 2 bâtons de popsicle. J'ai vraiment mal. Mais comme le veut le proverbe, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Par habitude, je gobe des anti-inflammatoires, mais pas certain que ce soit l'idée du siècle.
Les anti-inflammatoires empêchent l'inflammation. Okay? L'inflammation est un processus naturel essentiel qui a des millions d'années d'évolution, bien évidemment, pour réparer un tissu qui s'est blessé. Si tu l'inhibes, tu inhibes la réparation, tu gardes un tissu qui va être plus vulnérable, plus fragile, plus à risque de récidive. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais acheter des chaussures maintient ma motivation. On sait aussi que la chaussure, elle, même avec toutes ces technologies antipronatrices, ne change absolument rien de ce que le pied fait à l'intérieur de la chaussure. Certains pieds restent stables lorsqu'ils touchent le sol. D'autres s'affaissent vers l'intérieur. On parle alors de pronation. À l'inverse, on parle de supination. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, par exemple, la pronation n'est pas un problème. On a des études de haute qualité là, qui nous montrent qu'un pied plat, un pied creux, une pronation, une supination, ça ne change rien aux blessures. Durant l'été, j'ai rarement couru seul. En fait, il y avait toujours le soleil qui me suivait. Bon, un soleil qui plombe, c'est beau, mais c'est un frein à la performance. Des recherches démontrent que courir à 30 degrés Celsius fait consommer jusqu'à 30 % plus d'énergie que par 20 degrés Celsius. Chaque degré supplémentaire augmente vraiment la contrainte sur le corps, là. Donc, notamment la fréquence cardiaque qui augmente. Pourquoi? Parce qu'elle augmente parce que en fait, le débit cardiaque change, étant donné que les muscles vont avoir moins de sang, puisque le sang va être utilisé pour refroidir le corps. La gestion de l'eau, quand on court plus d'une heure, ça, c'est vraiment un enjeu important. On va recommander, là, honnêtement, pour arriver bien hydraté au marathon, c'est de boire 2 heures avant environ 500 ml. De cette façon-là, on s'assure qu'on arrive bien hydraté, puis on a le temps en masse d'aller évacuer l'excès de fluide qu'on a bu. En plus d'être coureuse, Evelyne Telmos est nutritionniste en chef du Comité olympique canadien. Il y a le débat de est-ce qu'il faut boire planifié ou boire à sa soif. En fait, là, les deux vont fonctionner. Fait que moi, ce que je conseillerais, c'est de vraiment faire un mélange des deux, là, arriver avec un plan flexible, mais d'écouter quand même ses signaux corporels. Le mot électrolyte fait partie du vocabulaire de la course. Dissous dans l'eau, les électrolytes aident à mieux conduire le courant électrique. Le courant électrique est essentiel pour activer les fibres musculaires et, par le fait même, améliorer la contraction. Parmi la demi-douzaine d'électrolytes dont le corps a besoin lors d'un marathon, un seul est vraiment important à consommer, le sodium. Bon, j'avais peur que ça m'arrive. Dimanche, autour du 20e kilomètre, j'ai fait une crise d'anxiété. C'est normal que tu vives ça. C'est vraiment, vraiment normal. Donc, en entraînement, ce qui est important, c'est que tu restes dans le plaisir. Alors, permets-toi des pauses. Véronique Boudreau est professeure et psychologue auprès d'athlètes. Sa spécialité, le sport haute performance. L'ivresse du coureur, c'est en fait une sensation un peu d'euphorie qu'on répertorie chez des athlètes d'endurance ou en fait des coureurs, là, pas nécessairement des athlètes. Par contre, c'est pas tous les coureurs qui vont la percevoir, cette sensation-là. C'est ce que les études nous démontrent. Donc, si on est très focusé sur le fait que ces sensations-là sont douloureuses, qu'on les anticipe beaucoup, qu'on les trouve très inconfortables, bien, l'affect est nécessairement négatif. Donc, on n'est pas nécessairement dans un état d'esprit qui va nous amener à pouvoir bénéficier des effets qu'on pourrait ressentir, là, qui sont associés à l'ivresse du coureur. OK, je lâche le projet. Le marathon est devenu une obsession. Il me faut une pause. Après une semaine de repos, je me sens un peu mieux, je continue. Mais j'ai peur d'avoir perdu la forme. Une semaine, honnêtement, il n'y a pas grand-chose là comme des adaptations, mais à partir de 2 semaines, on commence à avoir des adaptations, notamment en termes de VO2 max. On diminue pas mal. Bonne nouvelle, ma pause d'une semaine ne menace pas mon objectif de courir le marathon sous les 4 heures. J'ai bien fait de persévérer. Essayons d'aller toucher à 30 km en endurance fondamentale, juste voir comment tu as réagi. Pour rendre cette sortie plus agréable, je me suis inscrit à une course. Depuis 3 jours, je ressens une douleur à la cuisse gauche.
Après 1 heure, cette douleur est devenue insupportable. Impossible de continuer, j'abandonne. Là, je boite. Non, honnêtement, là, je me sens... Non, ça va pas. Moi, je panique, mais mon coach, lui, reste calme. À partir de maintenant, c'est évidemment repos. L'objectif principal reste de se présenter à la course. La veille du marathon, je mange avec des amis. C'est le traditionnel souper de pâtes. Ça y est, le marathon! Ce qu'on va aller chercher, en fait, là, avec les plats de pâtes, c'est qu'on veut beaucoup de glucides pour faire ces réserves de glycogène, qui est le carburant qui va être nécessaire pendant le marathon. Bien, faire ces réserves de glycogène, c'est pas seulement la veille, ça se prépare 48 heures à l'avance. Le glycogène, c'est le carburant du coureur. Les pâtes et le riz, riches en glucides, permettent d'en faire des réserves. Qu'est-ce qui se passe quand ces réserves-là sont basses? Bien, en fait, le muscle est plus capable de produire de l'ATP, qui est la molécule d'énergie, pour soutenir l'intensité de la course. Les réserves de glycogène vont rester dans le corps une certaine partie de la course, et non toute la course. C'est pour ça qu'il faut s'alimenter pendant, parce qu'on veut éviter d'utiliser toutes ces réserves dès le début de la course. OK, c'est bientôt le départ. Qu'est-ce que je fais ici? J'angoisse. C'est normal que tu vives ça. C'est vraiment, vraiment normal. Parce que la journée du marathon, tu vas vivre un emprisonnement. Aussitôt que tu vas arriver sur le site, tu es emprisonné là jusqu'à ce que tu arrives à la ligne d'arrivée avec ta médaille. Tu peux pas sortir de là. Ça, c'est moi à quelques kilomètres du fil d'arrivée. J'espère vraiment que je vais éviter de frapper le mur. Le mur, c'est la fatigue extrême. Les muscles nous lâchent, il n'y a plus de carburant. C'est pas si pire. Mais je suis fatigué. Cet été, en discutant avec un expert, j'ai été surpris d'apprendre que oui, les muscles ont moins de carburant, mais c'est pas la panne sèche pour autant. Après une course d'endurance, des études ont démontré que le niveau de glycogène dans les cuisses s'élevait encore à 35 % et que celui des mollets restait stable. Donc, c'est pas juste une question de glycogène. Pour vaincre le mur, il faut avoir la capacité mentale de gérer la douleur et la fatigue physique. Cesser de courir, c'est une décision. Une décision basée principalement sur une perception, celle de l'effort qu'on fournit. Le dialogue intérieur affecte la performance. Il faut donc apprendre à contrôler ses pensées négatives. Yeah! 4h35. Bon, évidemment, c'est loin du résultat espéré. Je vous le dis, c'est pas un mythe. Courir 42 km, c'est un combat physique et psychologique. Voilà, Guerrier du Macadam, un reportage signé Dany Lemieux et Éric Lemire pour le magazine Découverte sur Radio-Canada. Dany Lemieux, que nous retrouvons justement en duplex depuis Montréal. Merci d'être avec nous, Dany. Également avec moi en plateau, Pierre Morat, ancien athlète de haut niveau, historien du sport, documentariste, spécialiste de fond et de demi-fond, et vous entraînez aussi des équipes jeunes d'athlétisme en Suisse. Première question à vous, Dany Lemieux. On le voit dans votre reportage, ce n'était pas votre premier marathon, ça a été un vrai parcours du combattant. Vous avez eu maintes fois envie d'abandonner. Qu'est-ce qui finalement était le plus difficile? En fait, je pense que ce qui était le plus difficile, c'était l'obligation, au final, de produire un reportage. Donc, plus les semaines avançaient, plus j'avais cette pression qu'il fallait absolument que je reste en forme
pour réussir à compléter le marathon. Et donc, c'est un entraînement qui durait 5 fois par semaine pendant 5 mois. Donc, une fatigue physique et aussi une fatigue psychologique qui s'installe au fil des semaines. Et à chaque fois, on se dit, ça me tente pas d'aller courir, j'ai pas le choix, je dois le faire, j'ai une obligation de résultat, je veux essayer d'atteindre, de parcourir le marathon en bas de 4 heures et je dois produire un reportage. Donc, c'était pas mal le contexte dans lequel le reportage s'est produit. Et un reportage de surcroît pour une émission scientifique, donc avec un peu de science, ce qui n'est pas la chose la plus facile à faire. Pierre Morat, quel regard vous portez sur ces sportifs, sur par exemple ce qu'a fait Dany Lemieux? C'est un exploit quand même de boucler un marathon. Bon, même si 4h35, ce n'était pas tout à fait l'objectif qui s'était fixé. Alors globalement, ce qui est incroyable et ce qui explique en fait le succès du marathon, outre la dimension mythique de l'épreuve, 42 km 195, fixé en 1908 aux Jeux Olympiques de Londres. Alors là, c'est 42,2 Montréal. Oui, mais ça, c'est québécois. Ça, ils ont arrondi. C'est une spécificité québécoise. Ils ont mis 5 cm de plus. Mais donc il y a ce mythe qui s'inscrit dans un mythe historique. Ouais. Et après, c'est à la fois accessible à tout le monde aujourd'hui de finir un marathon, puisque ça, c'est énormément popularisé. Et en même temps, c'est un véritable accomplissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sans se préparer. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui attire autant de gens et qui fait un petit peu de tout un chacun, de n'importe quel kidam, un peu un héros, excusez-moi, ouais. Du sport et de la vie. Un exemple frappant, c'est le marathon de New York, par exemple. Quand vous finissez le marathon de New York, que ce soit en 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, le lendemain, la plupart des participants, des finishers, se promènent dans la rue à Manhattan avec leur médaille de finisher et sont applaudis, reconnus comme des héros par la population new-yorkaise. Alors justement, vous, Dany Lemieux, pendant 5 mois, vous avez parcouru 1000 km d'entraînement et vous m'avez dit ce que je redoutais le plus, c'était la blessure. Pourquoi ? En fait, c'est que c'est tellement un engagement. Donc, 5 fois par semaine, on met ses souliers, on doit aller courir, beau temps, mauvais temps. Cet été, au Québec, c'était très, très chaud, donc c'était très difficile. On courait souvent le soir. Donc, c'était vraiment la peur d'être blessé et qu'à tout moment, malgré l'engagement, le projet puisse tomber à l'eau. Donc, la blessure, c'est vraiment la pire des choses. Et dans le reportage, 2 semaines avant le marathon, je me blesse. Et je vous le dis, c'était vraiment le pire scénario. C'était vraiment la catastrophe dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps. Et là, j'avais vraiment la peur que tout ce projet-là, 5 mois, tombe à l'eau. Et heureusement, j'étais donc épaulé par un coach qui m'a dit « Dany, les 2 prochaines semaines, tu fais rien. Et puis, on croise les doigts pour le marathon. Et ça risque quand même de bien se passer. » Et c'est ce qui est arrivé. Dany, est-ce que vous avez pu vous appuyer sur vos 7 expériences précédentes, puisque c'était votre 8e marathon? Est-ce que finalement, plus on dispute des marathons, plus c'est facile, ou c'est pas forcément le cas? Non, ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, j'aurais aimé vous dire oui, mais sincèrement, l'implication est tellement intense que même s'il y a 3 ans, vous avez couru un 25 km, la réalité est tellement tout autre aujourd'hui. Maintenant, j'ai 53 ans. Mon dernier marathon remontait il y a 4 ans. Bon, il y a l'effet de... Bon, on vieillit et puis, donc, c'est ça. Non, j'aurais aimé avoir cette expérience-là, mais non, il faut courir. Il faut faire un pas devant l'autre et quand il fait chaud, non. Donc, malheureusement, la seule chose qui m'a aidé, je savais que j'allais souffrir au marathon. Ça, je le savais. Autour du 35e kilomètre, j'ai souffert. Donc, ça, je le savais. Ce n'est pas une surprise. Mais pour ce qui est de l'entraînement en tant que tel, non. J'aurais aimé vous dire que ça m'a aidé, mais non, c'est pas le cas. Pierre Morat, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui cet engouement autour des courses d'endurance? On peut parler du marathon, il y a aussi les trails, les ultra-trails. D'ailleurs, on a tendance à allonger, on va dire, la distance de certaines courses. Comment vous analysez ça? Disons la course au dossard, même, on parle de course au dossard. Il y a un côté participatif, en fait.
le fondateur du mouvement Spiridon, qui a été le mouvement de la course libre, puisque dans mon film Free to Run, on voit un peu qu'il y a 50 ans, les gens comme Dany, ou même les femmes surtout, en particulier, n'avaient pas le droit de courir des marathons, parce qu'on pensait que c'était très mauvais pour leur santé, qu'elles allaient y laisser leur féminité et le reste. Et en fait, il disait, les églises ont commencé à se vider quand les marathons et les courses populaires se sont multipliés. C'est un peu ça. Dans le marathon, dans les grands trails aujourd'hui, dans les grandes courses populaires, il y a ce besoin d'être ensemble. C'est comme les manifestations, les rassemblements ou les grands festivals de musique en open air. C'est ce besoin d'être à la fois, de faire un truc très individualiste, d'aller au bout de soi-même. To do his things, comme on dit en anglais. Et ça, c'est très intime, très personnel, de se fixer un défi. Et puis, d'être ensemble, d'être réunis avec des gens dans un grand mouvement de masse et dire « j'y étais ». Et puis, il y a le phénomène de l'expression que les Québécois connaissent bien aussi, de la bucket list. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société occidentale, on est beaucoup dans « faut que j'aie fait ça ». Avant de mourir. Un 4000 mètres en montagne, un Ironman, un marathon et d'autres choses. Donc, faire un marathon ou faire un grand trail de plus de 100 km, c'est ça. On le met dans sa bucket list. Dany Lemieux, justement, vous aviez l'impression comme ça, cet esprit de sentiment de participer à quelque chose ou... Parce que moi, quand je vous vois au départ sur la ligne de départ, j'ai l'impression que vous êtes entouré de tellement de monde qu'il y a de quoi se sentir étouffé. Non, en fait, Pierre a tellement raison. L'effet de groupe, de se savoir membre d'un groupe de course, de savoir que tous les dimanches, on se donne rendez-vous dans un parc pour courir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tous les lundis, on avait une rencontre web avec les coureurs et tout le monde regarde un petit peu sur les médias sociaux le temps de course. Donc, il y a comme une pression sympathique, mais quand même une pression. Il y a des fois que j'avais absolument pas le goût d'aller courir et je voyais que 5 de mes amis étaient partis à 6 heures le matin. Donc, ça crée vraiment une pression positive. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un mouvement... j'adorais votre parallèle avec l'Église. Donc, effectivement, on n'était pas à l'Église le dimanche, mais tout le monde se réunissait pour aller courir. Donc, il y a quelque chose de se sentir membre de quelque chose de grand. Et comme vous disiez, le marathon, c'est un dimanche. Donc, le dimanche du marathon, de se retrouver avec autant de gens qui ont fait les mêmes sacrifices, honnêtement, là, c'est une énergie incroyable. Alors, Pierre Morat, j'ai 2 petites questions assez rapides. Combien de marathons on peut disputer dans une année ou dans une vie si on n'est pas pro professionnel ? Disons que c'est assez rigolo de dire que globalement, le nombre de marathons maximum qu'il faudrait idéalement disputer est le même pour les professionnels et les amateurs dans une année. Je dirais que c'est 2. Maximum. 2 marathons maximum par an, ça paraît équilibré. J'ai une autre question. Dany Lemieux nous disait au Canada, il faisait très chaud, on sait que les températures sont de plus en plus élevées. Est-ce qu'on va devoir changer le calendrier des marathons pour éviter des accidents ? Ça, c'est sûr que déjà, ils changent déjà le calendrier des marathons. Bon, déjà, les marathons, les grands marathons urbains, aujourd'hui, ils sont déjà placés depuis longtemps au printemps et à l'automne. On ne voit pas de grands marathons en plein été ou en plein hiver. Mais on voit en particulier dans les pays du sud de l'Europe, comme l'Espagne et l'Italie. Mais celui de Montréal avait été annulé aussi il y a quelques années. Ça ne m'étonne pas, il peut faire très chaud. C'était quoi la date, Dany, du marathon de Montréal ? Octobre. Habituellement, c'est la fin septembre. Et là, on sait que tranquillement, comme vous le dites, on repousse un peu pour éviter les périodes chaudes parce qu'il y a peut-être 3 ans, si je ne me trompe pas, le marathon de Montréal avait été annulé parce qu'il faisait trop chaud. Et encore cette année, le marathon du Petit Train du Nord, qui est quand même un très grand marathon, en fait, c'était au mois d'octobre. Il a été annulé en plein milieu parce qu'il faisait trop chaud, 32 degrés. Donc, imaginez, c'est l'automne. Moi, j'avais déjà fait ce marathon-là et il neigeait. Et cette année, il faisait tellement chaud qu'on a annulé en plein milieu de la course. Donc, effectivement, c'est certain qu'on le voit. Là, il y a un petit décalage et ça devient de plus en plus difficile de s'entraîner l'été parce que que ce soit le matin ou le soir, il fait tout aussi chaud. Donc, effectivement, il se passe quelque chose. La chaleur est le pire ennemi du marathonien. Et c'est vrai qu'on voit à quel point
le réchauffement climatique agit justement sur le calendrier d'une course comme le marathon. Et Dany Lemieux, ce sera ma dernière question. Vous avez incarné ce reportage, vous étiez donc à la fois acteur et journaliste. Lors du montage, du tournage, est-ce que ça a été difficile de vous voir en difficulté pendant le tournage? Est-ce que vous êtes dit, il y a des moments où bon, je vais trop loin, j'ai envie de garder ça pour moi, j'ai pas envie de le montrer Comment ça s'est passé? Il y a eu une grosse discussion entre vous-même et vous-même. Oui. Bien, en fait, j'avais pris la décision de vraiment me livrer et au final, je prendrai la décision si c'est trop ou pas assez. Et puis, je pense que le seul moment où j'ai vraiment eu un doute, c'est lorsqu'on le voit à la fin du reportage, je pleure. Et là, vraiment, c'était assez difficile de me voir pleurer parce que, bon, évidemment, c'est 5 mois de pression, d'engagement. Là, je me suis dit, ça y est, le reportage, je vais pouvoir enfin l'avoir. Mais je pense que c'était cette partie-là. J'ai fait confiance à mes collègues. J'ai dit, écoutez, là, je suis vraiment dans un moment de vulnérabilité absolue. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Et les gens m'ont rassuré pour dire non, non, ça va. Et je pense qu'on m'a beaucoup parlé de ce petit moment où on me voit pleurer. Il y a beaucoup de coureurs qui m'ont dit moi-même, je comprenais ce que tu vivais, donc j'ai moi-même versé une petite larme. Donc, au final, je suis vraiment très, très heureux du résultat final. Et c'est vrai, Dany Lemieux, ce que vous dites, cette image, eh bien, elle est très, très touchante. Et moi-même, au montage, je voulais l'enlever. Et puis la monteuse, au dernier moment, a dit non, il faut la garder. Elle est très importante. Elle montre justement la pression et la difficulté que représente un marathon. Donc effectivement, cette image de vulnérabilité, eh bien, elle fait beaucoup parler. Voilà, merci beaucoup, Dany Lemieux, d'avoir été en duplex avec nous depuis Montréal. Merci, Pierre Morad, d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde, l'hebdo. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la RTS, sur TV5 Monde+. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'hebdo.